Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Vous avez déjà tout dit, donc ça va être difficile à mon tour de remercier les gens, mais juste un mot, c'est juste pour dire que en fait c'est une suite logique parce que c'est vrai que dans la grande région sud-ouest, je dois dire que c'est surtout une grande famille quoi. Alors bon, c'est toujours un peu, on a toujours l'impression que c'est un peu démagogue de dire ça, mais c'est la réalité. Et c'est vrai qu'on a une très bonne entente et je dirais que c'est un projet logique de par tous les pneumologues, mais également les asthmologues. C'est vrai que on échange beaucoup et je pense que de créer cette cohorte est vraiment une suite logique de notre entente. Alors bon, pour moi, je vais vous présenter ce que c'est que l'asthme sévère l'idée c'est d'échanger. Alors je tiens d'abord à m'excuser parce que malheureusement à 18h30 je vais être obligé de vous quitter, mais je participerai évidemment à la discussion qui aura lieu avant. Alors l'asthme, c'est une pathologie respiratoire chronique qui est secondaire à une inflammation des bronches. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente puisque on considère que dans le monde, on a 340 millions de personnes qui sont atteintes d'asthme. En France, c'est selon des dernières données que Chantal connaît bien, que également Laurent Portel connaît bien, 6,4% de la population. Donc ça concerne énormément de patients. Alors après, évidemment, hein, tous ne sont pas sévères, mais on va voir que l'asthme sévère concerne quand même une bonne partie de ces patients. Alors aujourd'hui, on sait que l'asthme, c'est pas une pathologie unique comme on a pu le décrire initialement, hein. Après, je vais pas refaire toute l'origine sémantique du terme asthme, mais c'est toujours très intéressant de voir comment il a été utilisé, tout ça. On pourra éventuellement en discuter, mais c'est aujourd'hui bien identifié comme une pathologie hétérogène où il y a finalement des choses un peu différentes et des patients très différents, et qui est caractérisée par une inflammation chronique des voies respiratoires. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux cette inflammation aujourd'hui, il y a encore des choses à découvrir, mais globalement, on a fait beaucoup de progrès, et c'est défini sur un plan clinique par des symptômes respiratoires tels que respiration sifflante, essoufflement, oppression thoracique, tout. Alors, des symptômes qui sont pas très spécifiques et qui varient dans le temps et en intensité. Donc, ça veut dire que c'est une pathologie qui est parfois difficile à appréhender. Et le diagnostic même d'asthme est parfois assez complexe. Vous allez voir que le diagnostic d'asthme sévère est également parfois un peu compliqué à appréhender. Alors, le traitement de l'asthme, vous connaissez sûrement toutes ces étapes hein, qui consistent à délivrer un traitement inhalé qui est basé sur la corticothérapie inhalée. Et puis, on a différentes étapes où on augmente progressivement le traitement quand le patient ne s'améliore pas. Et ensuite, on est amené à utiliser de fortes doses de traitement inhalé. Et vous allez voir que c'est à partir de là qu'on parle d'asthme sévère. Heureusement, la majorité des patients sont bien maîtrisés, bien contrôlés avec un traitement inhalé à bas ou niveau modéré, mais on a un certain nombre qui ont nécessité d'avoir recours à un haut niveau de traitement. Alors la définition est maintenant assez consensuelle. Alors moi, ça m'étonne toujours de voir une définition qui est basée sur le recours au traitement, c'est-à-dire que on définit l'asthme sévère sur la charge thérapeutique. Et comme je vous l'ai dit, ben, c'est des patients qui ont besoin de fortes doses de corticoïdes inhalés plus un autre traitement de fond. Hein, donc ce sont deux médicaments inhalés qu'on administre. Et puis, ou alors, ce sont des patients qui ont recours à des corticoïdes oraux au moins 6 mois par an. Donc, euh, c'est vrai que on se bat de plus en plus contre l'utilisation de ces corticoïdes, mais ils ont été beaucoup prescrits, ils le sont toujours. Et quand on a recours à ces traitements-là, ça veut dire que l'asthme est sévère. Alors, ces traitements peuvent permettre d'avoir un bon contrôle de l'asthme, mais certains patients, malgré ce traitement, ne sont toujours pas contrôlés. Donc, cette définition est basée sur la charge thérapeutique. Alors bon, ça peut paraître étrange, mais c'est la définition qui est aujourd'hui consensuelle pour qu'on puisse porter le diagnostic d'asthme sévère. Alors, ça reste un peu simpliste comme vision parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le diagnostic de l'asthme sévère doit d'abord passer par le diagnostic d'asthme. Et ça, c'est vraiment très difficile en pratique. C'est probablement l'étape la plus compliquée en fait. Parce que on a pas mal de diagnostics différentiels. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais on peut être amené à en discuter.
Mais globalement, c'est vrai que ça nous arrive régulièrement des patients qui nous sont référés pour un asthme sévère et qui finalement n'ont pas d'asthme. Et ça, c'est toute la difficulté. Et parfois, on n'a pas d'outils diagnostiques véritables. Certes, la spirométrie est très importante, nous aide beaucoup, notamment quand on a la réversibilité, ça nous aide beaucoup. Mais bien souvent, on ne l'a pas. Et dans ce cas-là, après, surtout de la présomption sur les symptômes cliniques. Et donc, c'est assez limité. Et donc, il faut arriver à confirmer le diagnostic et puis explorer les gens suffisamment pour se dire, ben, là, ça me paraît un peu étrange, je vais continuer les explorations parce que le diagnostic d'asthme ne me paraît pas tout à fait dans les règles. Si le diagnostic d'asthme est parfaitement dans les règles, il faut éliminer les causes de mauvais contrôle, notamment une mauvaise technique d'utilisation des dispositifs inhalés. Le fait que les patients ne prennent pas leurs dispositifs inhalés, c'est quand même assez fréquent, hein, malheureusement, dans l'asthme. Et donc, il faut arriver à mieux éduquer les patients. Une fois que c'est fait, il faut arriver à dépister les comorbidités, les traiter. Il y en a un nombre extrêmement important. Là, je vous en ai mis quelques-uns, notamment la rhinite chronique, hein, qui est extrêmement fréquente chez les patients asthmatiques, mais on a aussi l'obésité, hein, qui pose beaucoup de problèmes, dépression, anxiété. Bref, il faut avoir une prise en charge qui est globale du patient asthmatique, parce que sinon, ben, on ne s'en sort pas. Et une fois qu'on a passé toutes ces étapes, si le patient, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, un traitement de fond inhalé à forte dose, et ben dans ce cas-là, on peut classer dans la catégorie asthme sévère. Et donc tout ça, ça prend du temps parce que alors les recommandations disent 6 mois, et donc ça veut dire que parfois on y met un petit peu de temps. Et c'est vrai que bien souvent on dit il n'y a pas d'urgence à faire un diagnostic d'asthme sévère. Parfois il faut prendre un peu son temps. Bon, il y a des cas qui sont un peu exceptionnels, mais globalement on a moi, ça m'arrive régulièrement de me laisser un petit peu de temps et de dire, bon, bah, écoutez, je vous revois. Et c'est vrai que le temps nous aide à mûrir un peu le diagnostic et la réflexion concernant l'asthme sévère. Alors, le diagnostic d'asthme, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours un peu honte, en fait, de montrer cette figure parce que c'est vrai que quand on compare par rapport à d'autres disciplines qui ont des outils diagnostiques extrêmement robustes, c'est vrai que nous, dans l'asthme, c'est parfois un peu limité. On a, alors, ça, c'est la figure du GINA, hein, mais c'est la figure qu'on utilise nous au quotidien. Est-ce qu'il y a des symptômes typiques d'asthme? Alors, je vous l'ai dit juste avant, les symptômes sont loin d'être typiques dans l'asthme, c'est souvent des symptômes non spécifiques. Bon, ok, il y a des symptômes potentiellement qui sont en faveur d'un asthme. Est-ce que l'examen clinique est en faveur d'un asthme? Ben, là encore, souvent on est pris en défaut parce qu'on voit les patients en dehors des exacerbations et donc ben, on n'a pas grand-chose, sauf les patients qui véritablement sifflent pendant la consultation, mais c'est quand même pas la majorité. Et puis, est-ce qu'ils ont une spirométrie qui est en faveur d'un asthme? Là encore, je vous l'ai dit, ben, la spirométrie souvent nous aide, mais parfois, et quand on voit les patients en dehors des exacerbations, là encore, eh ben, la spirométrie est parfois normale. Et donc, eh ben, on aboutit à mettre en route un traitement de l'asthme. Et donc, le diagnostic de l'asthme en soi, ben, c'est pas la glycémie du diabétologue, c'est pas l'échographie cardiaque du cardiologue, ou le BNP, c'est quelque chose qui relève du bon sens clinique. Et c'est pour ça que il y a besoin d'une certaine expertise. Et puis les diagnostics différentiels sont nombreux. Bon, les deux premiers, je pense que c'est vraiment les plus compliqués en soi. Après, on a d'autres pathologies qui sont quand même assez rares et qui sont assez ponctuelles. Mais en tout cas, la dysfonction des cordes vocales et le syndrome d'hyperventilation sont vraiment deux diagnostics qui nous posent énormément de problèmes en pratique. Je ne rentrerai pas dans les détails là, mais on pourra éventuellement en discuter. Alors, je ne suis pas sûr que ma vidéo marche. C'est un peu dommage. Bref, c'est le Dr House qui reçoit une patiente aux urgences. Alors le Dr House, c'est quand même notre maître à tous, hein. C'est le dieu de la médecine qui reçoit une patiente aux urgences. Vous connaissez sa passion pour les urgences. Et qui demande à une patiente de lui montrer l'utilisation du spray. Et en fait, elle utilise le spray en le vaporisant comme ça sur le cou. Bon, le Dr House doit avoir quelques noms d'oiseaux parce que la patiente repart en l'insultant. Donc, c'est pas l'éducation thérapeutique, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire en pratique, mais ça montre bien toute la nécessité d'éduquer les patients vis-à-vis de leur dispositif, parce que bien souvent, on porte à tort des diagnostics d'asthme sévère, alors que le problème, c'est la technique et notamment l'inobservance, patients qui prennent pas leur traitement. Et puis les comorbidités, c'est ce que je voulais dire, il faut éliminer les comorbidités. Alors la rhinite chronique, en général, c'est assez parlant cliniquement, les patients le verbalisent assez facilement, la gêne rhinosinusienne. Et après, on en a d'autres. Alors le DB, c'est dysfunctional breathing, c'est le syndrome d'hyperventilation.
Et ça, vous voyez, c'est 19 à 52% des asthmes sévères. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir un patient sur deux. Donc, moi, quand je vois des patients asthmatiques et que j'ai pas fait un diagnostic en hyperventilation, un patient sur deux, je me dis, j'ai dû en louper. La dyskinésie des cordes vocales également, hein, le VCD, c'est la dyskinésie des cordes vocales, c'est beaucoup, beaucoup de patients. Après, les autres, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, le reflux, les dilatations de bronches, c'est des choses qui sont assez connues. Mais ces deux-là, moi, c'est un peu mon Hannibal Lecter à moi. C'est-à-dire que en fait, c'est ma hantise, c'est de passer à côté parce que c'est des diagnostics qui sont extrêmement difficiles à faire. Et je pense que ça arrive malheureusement régulièrement de passer à côté. C'est pour ça qu'il faut être assez systématique. Et là encore, les outils diagnostiques sont parfois un peu pris en défaut et on a besoin de plus de sens clinique pour pouvoir les dépister. Alors la prévalence de l'asthme sévère, on a eu assez peu de données jusqu'à récemment. Ça, c'est une étude de 2009 qui disait que globalement, ça tournait autour de 10-15%. Il est hautement probable que ce soit un peu en dessous parce qu'il y a des études, notamment scandinaves, qui ont été faites et qui ont permis cette très jolie diapositive du GINA qui dit que globalement, sur l'ensemble des patients asthmatiques, on en a 24% qui prennent un traitement inhalé de haut niveau, que parmi ces 24%, il y en a 17% qui ont des asthmes difficiles, c'est-à-dire ce sont des asthmes qui ont des comorbidités, qui ont des facteurs sur lesquels on pourrait jouer pour améliorer l'asthme. Et puis parmi ceux-là, parmi l'ensemble des patients, il y en a 3,7% qui ont un asthme sévère et qui ont véritablement la nécessité d'avoir un haut niveau de traitement. On a tout optimisé et on n'a malheureusement rien pu faire de plus et ils sont toujours sévères. Et parmi ceux-là, il va aussi avoir des patients qui restent malheureusement symptomatiques avec des exacerbations fréquentes. Et c'est ça qui nous pose le plus de problèmes en pratique. Alors, aujourd'hui, on sait très bien que l'asthme, c'est pas une maladie homogène, hein, c'est pas une maladie unique, c'est une maladie hétérogène avec des phénotypes différents. Alors, j'aime beaucoup cette figure qui est probablement fausse et un peu dépassée parce qu'elle a maintenant presque 10 ans, mais je trouve qu'elle fixe bien les idées sur entre l'apparition d'une pathologie dans l'enfance ou à l'âge adulte, le fait qu'on ait des mécanismes TH2 non TH2, et on voit bien qu'on a des pathologies différentes. On a des pathologies allergiques, hein, c'est quand même la majorité des patients asthmatiques et notamment asthmatiques sévères. On considère qu'ils sont entre 50 et 80% qui ont un asthme allergique. On a aussi les asthmes eosinophiles non allergiques d'apparition plutôt tardive. Et c'est vrai que la commercialisation récente de certaines biothérapies ont permis vraiment d'améliorer le profil de ces patients-là. On a l'asthme de l'obèse, on a le bronchospasme à l'effort, qui est des asthmes qui sont le plus souvent légers à modérés. Bref, on a des multitudes de phénotypes différents et ça a une implication sur la clinique. Alors, asthme et atopie, ça, ce sont les données d'une étude sur l'omalizumab. On voit bien que quand on compare, par exemple, les adultes et les enfants, on voit que, par exemple, les enfants n'ont jamais de polypes dans cette étude-là, alors qu'un quart des patients adultes avec asthme sévère ont des polypes. On voit bien qu'on a des profils différents et au niveau atopie, on voit bien, par exemple, 37% des enfants ont une dermatite atopique, 27% ont une allergie alimentaire. Ça montre bien que ce profil allergique apparaît très tôt dans la vie et finalement s'estompe un peu avec l'âge adulte où on a des profils allergiques qui sont quelque peu différents. L'asthme eosinophile dont je vous ai parlé avec une apparition plutôt tardive, c'est tout à fait intéressant cette étude parce qu'ils ont regardé quels sont les facteurs qui sont associés avec un asthme eosinophile et ils ont le score de sinus qui est ici et les polypes nasaux qui sont ici, donc avec un facteur 3 et 4,3. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une association majeure entre la polypose nasale et l'asthme sévère et un profil très eosinophile. L'asthme de l'obèse, je suis obligé de vous en parler, hein, c'est un sujet qui, bon, moi, me tient à cœur, mais qui aussi pose d'énormes problèmes en pratique clinique, parce qu'on voit bien que ce sont des patients qui sont beaucoup plus sévères. Quand on compare les patients qui ont moins de 25 d'IMC et plus de 25, donc ce sont les patients plutôt en surpoids, on voit qu'ils consomment beaucoup plus de corticoïdes oraux, beaucoup plus de corticoïdes inhalés. Ils ont également beaucoup plus d'exacerbations. Alors, c'est pas le cas sur cette étude, mais en tout cas, c'est bien démontré dans d'autres études. Ils ont un déclin du VEMS qui est beaucoup plus important, notamment chez les hommes. Et on voit que ce sont des patients qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge en pratique. Et j'y reviendrai après, à la fin de la présentation, sur la prise en charge. Les comorbidités, mon message principal, c'est que c'est vrai que l'asthme sévère, ben, c'est une pathologie où on s'intéresse beaucoup aux poumons, aux bronches,
mais il n'y a pas que. Et les patients, la qualité de vie des patients passe par la prise en charge des comorbidités, et donc le reflux, l'obésité. L'obésité est probablement l'une des comorbidités les plus importantes. Et d'ailleurs, quand on regarde l'altération de la qualité de vie dans une étude qui est l'étude Second Souffle, on voit que les patients obèses sont ceux qui ont la qualité de vie la plus médiocre. Mais on a aussi l'atteinte rhinosinusielle, bref, des comorbidités dont je vous ai déjà parlé, et qui montrent bien l'importance d'arriver à bien caractériser ces patients. Et la cohorte d'asthme sévère est justement faite pour ça, pour arriver à mieux comprendre ces patients-là. Et c'est un enjeu majeur. La corticothérapie orale au long cours aussi, parce que je vous ai dit qu'on utilisait beaucoup les corticoïdes. Malheureusement, ça a des effets secondaires majeurs et on voit très bien que comparativement avec ce petit losange-là de patients avec des corticoïdes à très faible dose et des patients qui ont des corticoïdes à dose un peu plus élevée, eh ben, on a des effets cardiovasculaires, métaboliques, psychiatriques, oculaires qui montrent bien qu'on a également des comorbidités liées à la corticothérapie orale. Alors, la physiopathologie est mieux connue. Comme je vous l'ai dit, on sait aujourd'hui que on a cette inflammation qui va aller partir de l'épithélium et aller activer le système immunitaire et notamment activer les TH2 d'un côté et les ILC2 de l'autre, hein, qui sont des cellules lymphoïdes, et la sécrétion de nombreuses cytokines, IL4, IL13, l'IL5, on a l'IgE. Je vous parle de ça parce qu'on a des cibles thérapeutiques maintenant et on sait qu'on va pouvoir agir sur ces cibles cytokiniques. Alors, de plus en plus, on parle de l'inflammation de type 2. On sait que les asthmes sévères avec une inflammation de type 2 sont ceux pour lesquels on a le plus d'armes thérapeutiques. Et voilà, le GINA avait défini ce qu'était un asthme de type 2. Donc, ce sont des éosinophiles sanguins à plus de 150, un héno-exhalé à plus de 20, les éosinophiles dans l'expectoration, je n'en parlerai pas parce qu'on ne fait pas trop en pratique, et l'allergie. Et donc, le fait d'avoir un de ces critères-là montre bien que ce sont des patients qui ont un profil très particulier, avec une inflammation très particulière, pour lesquels on a des traitements extrêmement efficaces. Et ces traitements efficaces, je vais défiler un peu les animations, mais ces traitements efficaces, on a l'omalizumab qui est maintenant bien connu des pneumologues, des asthmologues, qui est utilisé depuis 2006 et pour lequel on a un recul extrêmement important et qui permet de traiter les asthmes allergiques avec une efficacité redoutable. On a également d'autres molécules que sont le baralizumab, le mépolizumab, qui sont des anticorps anti-IL5 et anti-IL5 récepteurs, donc qui agissent sur cette interleukine 5 et donc sur les éosinophiles, que sont le nucléaire-alpha-Zenra. Et puis on a le Dupixent avec le dupilumab, qui agit sur le récepteur à l'interleukine 4 et qui va inhiber l'interleukine 13 et l'interleukine 4. Et donc on a énormément d'armes thérapeutiques et j'avoue que c'est une chance pour nous médecins, mais une chance aussi pour les patients. Mais pour cela, il faut arriver aussi à mieux comprendre ces patients et encore une fois, la cohorte Palombe aura ce rôle. Alors, juste quelques dias pour terminer, c'est que il faut pas oublier qu'il y a aussi nécessité d'une certaine expertise. Là, on est entre asthmologues et on sait très bien que des centres spécialisés, des plateformes dédiées permettent d'améliorer les patients. Ça, c'est une étude de 2016 dans l'ERJ qui a montré que quand les patients sont référés sur une plateforme, eh ben, on améliore significativement le score de contrôle de l'asthme, on améliore la qualité de vie, on diminue la dose de corticoïdes, même si là, c'est pas significatif. On sait très bien qu'on améliore la prise en charge des patients et donc il faut développer ce côté expert qui est indispensable et qui aussi passe par la collection de données. Et puis la prise en charge multidisciplinaire, ça aussi c'est très important. Ça, c'est une étude hollandaise qui a bien montré que quand il y avait une prise en charge multidisciplinaire, eh ben, ils amélioraient beaucoup mieux les patients. Et il ne faut pas oublier, je vous ai parlé de médicaments, mais il ne faut pas oublier toute cette intervention non pharmacologique avec la kiné, la réhabilitation respiratoire, le sevrage tabagique, la sophrologie, l'orthophonie, qui aident énormément. Et c'est une prise en charge qui doit être globale. Et je terminerai là-dessus en disant que l'asthme sévère, c'est une multidisciplinarité, c'est une convergence d'experts et ça passe aussi par une discussion des dossiers, mais par une collection des données. Et la cohorte Palombe asthme sévère est justement un cadeau parce que ça va permettre de mieux comprendre les patients qu'on prend en charge au quotidien. Et c'est le but de réunir toutes ces données ensemble. Je vous remercie.